bonjour, j'espère que vous m'entendez. Donc, merci d'être là pour le troisième comptoir qualité sécurité des soins. Enfin, en fait, pas du tout. Comptoir nouvelle certification HAS. On enchaîne un peu les réunions. Donc, on est ravis de vous avoir. Donc là, on a mis dans la deuxième diapo le nombre que vous êtes. Vous étiez 80 au premier comptoir, 67 au deuxième et 115 aujourd'hui. Donc, si vous n'entendez pas, faites le chat. Hein. Et puis, j'en profite pour vous annoncer que les prochains comptoirs, donc des 4 jeudis qui vont suivre, donc 1er, 8 avril, 15 avril, 22 avril, on a dû vous envoyer un mail, seront consacrés aux méthodes, parcours, donc le patient traceur le premier, le parcours traceur, le traceur ciblé et l'audit système, voilà, qui auront lieu. Donc, les supports, pour ceux qui n'étaient pas là, les premières, la diapositive, les diapos, les supports qui sont mis en ligne par la haute autorité donc, sont sur cette diapo. Pour ceux qui n'étaient pas connectés pour les précédents comptoirs, avec le référentiel, le manuel de certification, les fiches pratiques opératoires, les fiches pratiques informatives, les 24 fiches pédagogiques qui sont très importantes dont il faut prendre connaissance. Il y a une forte question HAS, les infographies, le lexique et des vidéos qui ont été mises sur le site, sur le petit icône du fichier Word. Vous pourrez récupérer en fait l'ensemble de tous ces outils. Donc, diapo suivante. Donc, les outils, donc la FORAP, l'association des structures régionales d'appui, donc nous, on est une structure régionale d'appui qualité sécurité des soins pour la région PACA Corse. Et donc, on travaille en association avec la fédération de toutes les associations qui reprennent toutes les structures régionales d'appui, qui ont créé en fait un certain nombre d'outils pour aider les établissements à s'approprier le manuel de certification. Donc, un outil Excel que vous pouvez nous demander par mail. On vous a mis le mail avec un tuto Excel et puis un tuto filmé qui arrive très prochainement. Et des books. Alors, les books, c'est quoi? C'est en fait les feuilles, les grilles d'évaluation interne qui sont disponibles sur Calista, pour ceux qui ont déjà été un peu. Donc, sur Calista, vous avez toutes les grilles d'évaluation interne qui vont servir de base aux experts visiteurs pour évaluer en fait la démarche qualité de l'établissement. Et donc, en fait, on ne peut pas accéder, il n'y a pas un endroit où vous pouvez consulter toutes ces grilles facilement. Donc, elles ont été éditées par différentes structures régionales et on les a mis sous forme de book pour que vous puissiez prendre connaissance un petit peu de toutes ces grilles. Et donc là, je passe la parole à Julie Ferrandino de la DPC qui a eu l'extrême gentillesse en fait de nous envoyer un travail qui a été fait au sein de son établissement et qui a mis en fait ces grilles que pour l'instant nous n'avions qu'en PDF et qui les a mis sous format Excel. Donc je laisse la parole à Julie dont je suis très contente d'avoir des nouvelles. Julie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, la DPC est une association de dialyse sur la région PACA. On a été certifié en octobre 2017, donc la prochaine itération aura lieu pour nous en mars 2024. Mais on souhaitait commencer à faire une évaluation interne, étant donné que notre évaluation devra être envoyée en décembre 2023. Notre idée, c'était de le faire chaque année en décembre 2021, décembre 2022 et 2023. Donc, on s'est retrouvé confronté, comme pas mal d'entre vous, avec Calista où les fichiers sortaient en PDF. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque thématique et chaque grille et on les a transposés sous Excel. Donc là, vous avez la grille gestion des événements indésirables graves qui est commune à tous. Ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a également raccroché le critère et la dénomination exacte du critère parce que si vous imprimez directement via Calista votre fichier PDF, la problématique, c'est que vous n'aurez que les éléments d'évaluation qui apparaîtront et vous n'aurez pas les critères. Donc, c'est vrai que quand on fait l'évaluation, pour la réaliser, la problématique, c'est que ce qui peut arriver, c'est qu'on soit un peu perdu en fait dans l'évaluation. C'est pour ça que systématiquement, on a rapproché le critère en amont, mais auquel on ne met pas de réponse. En fait, ce qui est fait, c'est qu'on a fait automatiquement en réponse par oui, non ou non applicable.
Alors après, parce que je veux bien que ce soit visuel, j'ai rajouté les codes couleurs. Donc si vous répondez oui, obligatoirement la case est verte. Si c'est non, c'est en rouge. Si c'est non applicable, on a un exemple ici, ben, c'est simplement non applicable et ça reste sur fond blanc. Et à la fin de la grille, avec l'aide qui nous a été communiquée, voilà, c'est là, on arrive à obtenir le pourcentage de conformité en oui et en non, et en levant également les non applicables, parce que nous, spécifiquement en dialyse, on a beaucoup de non applicables. Donc c'est vrai que c'est important de visualiser, d'autant que si on était obligé via Calista de répondre à l'intégralité des critères, tandis que là on peut vraiment faire par thématique et voir déjà d'un premier coup d'œil là où on a des problématiques et là où on peut avancer en ajoutant également, j'avais mis la colonne après les oui et les non pour justement directement mettre les éléments que l'on pourrait présenter directement aux experts visiteurs. Et à côté, s'il y avait besoin, de rajouter les programmes d'action qu'on pourrait soumettre au comité, aux gouvernances. Voilà pour le fichier Excel. Merci Julie de la présentation de cet outil et surtout la possibilité que vous donnez aux autres établissements de le partager. Donc on répète, c'est un outil qui a été vraiment réalisé par votre structure, la DPC. On a laissé le logo sur l'outil. On demande aux établissements de la SRA, qui partagent ce comptoir qualité, vraiment de laisser ce logo. C'est votre copyright. Ce qui est intéressant, c'est que la formule à la fin vous donne les pourcentages de conformité tels que l'HAS va les évaluer lors des visites de certification en excluant les non applicables. Et comme vous l'avez dit, Julie, dans certains établissements, notamment les monoactivités, vous avez un grand nombre d'items non applicables, donc qui ne rentrent pas dans le calcul des scores de conformité, non-conformité. Donc cet outil, on vous le partagera au niveau de la SRA et vous pourrez en discuter dans la communauté des pratiques dont on vous parlera en fin de diaporama. Merci Julie, c'est un super apport pour la SRA Pasquale. Et on profite également pour vous informer si jamais au sein de vos structures, vous avez des outils que vous développez comme ça, chacun dans son coin, un petit peu homemade, on est tous pareils, en attente d'avoir des outils HAS ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à venir vers nous et à nous dire, voilà, moi j'ai ce type d'outil, je suis OK pour le partager. C'est clairement ce qu'a fait Julie et on le partagera lors des comptoirs qualité à venir. Merci Julie. Merci Julie, merci beaucoup. Donc on reprend un petit peu le diaporama. Donc Julie avait des contraintes aussi de temps aussi. C'est pour ça qu'on commence aussi par son intervention. Donc là, je rappelle juste la certification et la démarche qualité. Même si ça paraît évident, il faut bien se rendre compte que la procédure de certification, au final, elle ne change pas fondamentalement la philosophie de la certification, qui est la mise en place d'une démarche qualité au sein des établissements, avec donc la nécessité d'avoir une politique qualité, un management de la qualité, de la gestion des risques, qui va vous permettre de piloter un peu votre démarche qualité, donc les organigrammes, les fiches de mission, la gestion des compétences, la communication auprès des services. Même si, bien sûr, ce management de la qualité, cette politique, qui va être évaluée au sein des services, il va falloir qu'il rentre concrètement dans les services, ce n'est pas que du tout de l'affichage. Après, donc, la mise en œuvre de ces pratiques dans la pratique quotidienne. Et là, dans le check, c'est de temps en temps, une fois tous les 4 ans, ou moins souvent si on n'est pas bon, et plus souvent si on est mauvais, enfin si on est bon. On a l'évaluation externe, la visite de la certification de la Haute Autorité de Santé, la Haute Autorité de Santé qui vient en fait un peu évaluer comment fonctionne notre démarche qualité. Et on a aussi ces fameux grilles d'évaluation interne, ce que vous a présenté Julie, qui sont un peu nouvelles dans cette procédure de certification, à savoir les grilles disponibles sur Qualita, mais aussi toutes les autres méthodes d'évaluation qui existent et qui préexistent depuis toutes les démarches de certification, à savoir les évaluations de pratiques professionnelles, les indicateurs de pratique, les audits, etc., toutes les méthodes qui existent et qui ont bien sûr toujours leur place. Ensuite, ACT, c'est le plan d'action d'amélioration. Donc, c'est le fameux plan d'action qualité sécurité des soins, le PACS, qui est un document obligatoire dans cette nouvelle certification, qui l'était déjà et qui le reste.
Et donc, le but est de savoir si, suite à toutes ces évaluations, est-ce qu'on arrive à mettre en place nos actions d'amélioration? Est-ce qu'on on est en mesure l'impact pour savoir si elles fonctionnent ou pas? Parce qu'on peut très bien mettre des actions qui ne fonctionnent pas. Et puis, ça nous permet de mettre à jour la politique qualité, ce qui s'appelle dans les normes ISO la revue de direction, et de réajuster son management de la qualité. Donc ça, c'est en fait toujours la même chose, hein. C'est juste qu'en fait, il y a ce manuel qui est présenté un petit peu différemment que le dernier manuel et qui a quelques critères en plus, mais pas énormément non plus. Et puis, ces méthodes d'évaluation qui sont nouvelles dans le cadre de cette certification. On va venir aux questions que vous avez posées dans le comptoir. Donc, vous avez posé des questions à propos du manuel, des outils de Calista, des visites. Et donc, nous avons reçu 25 questions pour ce 3e comptoir qualité. Donc là, on vous rappelle juste qu'il y a dans cette nouvelle certification, en fait, 15 critères impératifs, c'est-à-dire des choses que l'HAS considère qui ne doivent plus exister dans l'établissement, parce que ce sont des critères pour lesquels il y a eu beaucoup de recommandations, de réserves et qui perdurent depuis les 20 ans, hein, puisqu'on le premier manuel a été publié vers les années 2000, hein, donc on est à peu près à 21 ans de visite de certification. Donc tous ces critères, on ne veut plus les voir et donc ils seront extrêmement péjoratifs si jamais on est en non-conformité sur un de ces critères. Donc les 4 premières concernent le patient, hein, sur le consentement éclairé sur son projet de soins, le respect de l'intimité et de la dignité, le fait qu'un mineur doit bénéficier d'un environnement adapté et qu'il faut bien sûr anticiper et soulager la douleur du patient. Ensuite, il y a un certain nombre de critères sur les équipes, hein, sur la pertinence des mesures de restriction de liberté qui doivent être argumentées et réévaluées, donc sachant que ça concerne aussi bien sûr les barrières de lit, etc. Le fait qu'évidemment, il faut qu'il y ait une checklist sécurité des patients au bloc opératoire, mais ce n'est pas nouveau. Que tout patient hospitalisé en psychiatrie a un examen somatique. Qu'il faut bien sûr maîtriser l'utilisation de médicaments à risque, puisque ce sont la cause des événements indésirables dans la plupart du temps. Les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. L'hémorragie du postpartum, qui est un indicateur qualité et sécurité des soins, qui avait déjà été relevé dans les équipes de maternité, et le fait que, bien sûr, quand il y a un événement indésirable associé aux soins qui arrive dans l'établissement, il faut qu'il y ait une analyse qui soit réalisée, qu'elle soit collective et qu'elle débouche sur des actions d'amélioration. Enfin, donc, les 4 derniers critères concernent plus la gouvernance ou l'organisation de l'établissement. Ils concernent la maltraitance ordinaire au sein de l'établissement, mais aussi le management de la qualité et de la sécurité des soins, comment la gouvernance intègre la politique qualité dans sa politique générale. Les situations sanitaires exceptionnelles sont maîtrisées, donc ça fait aussi un peu référence à la Covid-19, et comment on se sert des indicateurs qualité, sécurité des soins, qui sont donc des indicateurs obligatoires à recueillir. Donc, pour les questions sur le manuel, donc, la première question, c'était qu'en tant qu'hôpital de jour psychiatrique, nous n'avons pas d'indicateur qualité-sécurité des soins obligatoire. Comment évaluer le critère impératif? Donc, la réponse que l'on vous propose et que l'on a inscrite, hein, c'est que le ministère n'a pas encore communiqué la liste des indicateurs obligatoires cette année, en fait, parce qu'on est toujours en période Covid. Qu'il n'y a pas d'indicateur, qu'aucun indicateur n'est spécifique du parcours hôpital de jour psychiatrie. Cependant, il y a les 2 indicateurs qui sont multisecteurs, la consommation des produits hydroalcooliques, voilà, et puis c'est toujours sur les chiffres des années précédentes, et le suivi de la vaccination antigrippale du personnel. Et on vous a mis la référence au niveau du manuel. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là aussi au comptoir qualité, c'est comme on est très nombreux pour l'instant, on n'est pas très interactif en fait, hein, vous l'avez remarqué. Et du coup, par contre, vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis on essaiera de répondre à la fin du comptoir. Et sinon, on les prend en compte pour le prochain comptoir. Est-ce pertinent de continuer à raisonner en thématique comme la dernière certification? Donc là, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avec
la diapo là, sur la démarche qualité en général, hein. Bon, les thématiques, elles restent toujours d'actualité parce que c'est toujours un peu le patient, la prise en charge, les pratiques professionnelles, les risques, le médicament, les blocs, etc. Donc, vous retrouvez plus ou moins ces thématiques dans les objectifs des chapitres du nouveau manuel de certification. Donc, nous, on dit qu'il ne faut pas être trop à chercher à coller sur la nouvelle procédure, mais rester bien sûr sur votre démarche qualité et vos maîtrises de processus. Donc, donc la question, c'était est-ce que c'est pertinent? Moi, je pense que c'est toujours pertinent de parler de maîtrise de processus. La question sur outils et méthodes, donc comment valoriser la pertinence des soins? Donc il y a pas mal de questions sur la pertinence, hein. Donc la pertinence des soins, elle fait l'objet d'une fiche pédagogique, évaluation de la culture de la pertinence et du résultat. Donc il faut vraiment aller lire cette fiche pédagogique. Et dans cette fiche pédagogique, vous verrez qu'en fait, bien sûr, il faut qu'il y ait une politique de pertinence, hein, puisque là, c'est un affichage, et que les expertises vont se baser en fait sur les résultats cliniques, en fait, de comment les équipes mobilisent les résultats cliniques qu'ils voient pour ajuster la prise en charge des patients. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez mobiliser toutes les évaluations de pratiques professionnelles que vous faites c'est toutes ces évaluations de pratiques professionnelles que vous allez faire qui vont vous servir pour alimenter en fait la réflexion des équipes sur est-ce que la façon dont je travaille rend des résultats qui sont satisfaisants pour mes patients, etc. Donc ils ne vont pas les vérifier les résultats vraiment de soins, mais plutôt la façon dont vous allez les mobiliser. Donc, les experts, ils vont évaluer le sujet de la pertinence. Ils vont regarder comment vous allez, quelles sont vos démarches qualité. Mais enfin, ils vont regarder comment les équipes, est-ce qu'elles ont des démarches qualité, est-ce qu'elles ont des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles, est-ce qu'elles ont des indicateurs de résultats, comment elles mobilisent ces indicateurs de résultats, etc. Alors, comment évaluer en termes de résultats la prise en charge de soins, donc la traçabilité, etc. Donc là, les indicateurs, donc les résultats de la prise en charge du patient, on revient un peu sur la question précédente qui était les évaluations de pratiques professionnelles, qui vous donnent des éléments concernant les résultats de prise en charge, hein. Donc on rappelle hein, les revues morbimortalité, les CREX, les recommandations de concertation pluriprofessionnelle, les patients traceurs, les parcours passeurs, les indicateurs de pratique clinique. Donc, toutes vos évaluations de pratique professionnelle vont vous servir pour évaluer les résultats. Et puis aussi, vous avez les indicateurs ISATIS, hein, qui sont des évaluations indirectes des résultats de la prise en charge du point de vue du patient. Donc, c'est les résultats de l'expérience patient, qui sont aussi un indicateur qui vous permettent de savoir si le résultat en termes de soins a été bon. Les grilles traceurs seront-elles disponibles sous format Excel? Donc là, je crois qu'on vous a répondu, hein. Donc, on va vous proposer les grilles de la DPC qui a la gentillesse de nous les partager. Et la Haute Autorité de Santé devrait, elle aussi, faire évoluer Calista pour qu'on puisse exporter les grilles Excel pour les patients. Donc, comment devons-nous gérer les grilles pour les patients traités à domicile, les patients dialysés à domicile, en fait, hein, les dialyses péritonéales. Donc, du coup, là, on a demandé à la HAS, donc c'est une réponse donnée par la HAS. Quand c'est la HAS, on met le logo. Donc, il y a des évolutions qui sont prévues sur le sujet. Nous aurons plus d'informations prochainement. À ce jour, seuls les critères génériques s'appliquent pour l'ensemble des patients dialysés à domicile. Donc, il n'y a pas de grille spécifique, en fait, pour les patients dialysés à domicile et qui retournent dans le centre régulièrement. Pouvons-nous encore parler des EPP? Donc, on tourne autour hein, de cette notion d'EPP parce qu'on a bien conscience que, effectivement, avant, on nous demandait une grille d'EPP où il y avait toutes les EPP de l'établissement. Il y avait des critères spécifiques EPP, il y avait des références, etc. Donc, du coup, là, c'est vrai que ça n'apparaît pas tel quel dans le manuel de certification. Mais en fait, quand vous revenez à cette grille, à ce fichier pédagogique pour la pertinence, en fait, et quand par exemple, si vous allez sur la gestion des risques, vous retrouvez la notion de RMM, de CREX, d'évaluation de pratiques professionnelles, etc. Donc, c'est plus des méthodes qui sont toujours à mobiliser pour répondre à des critères, mais qui n'ont pas été affichées de la même façon. J'aurais besoin, si possible, de clarifier les IQSS qui sont pris en compte dans de nombreux critères.
et qui pour certains n'ont pas été encore réalisés. Donc l'IQSS VAG, qui est vaccination antigrippale, l'IQSS HDM, qui est l'hygiène des mains, et qui ont été en expérimentation, donc les bonnes pratiques de précaution complémentaires contact. Donc voilà, donc les IQSS de la lettre de sortie, et voilà, donc ces IQSS en fait seront disponibles à partir du 1er avril 2021 sur la TIH. Par contre, les IQSS sur la lettre de sortie, la douleur, les infections associées aux soins, l'arrêté n'est toujours pas sorti pour savoir si le recueil sera obligatoire ou pas. Donc nous, la recommandation que l'on vous fait, enfin la recommandation, c'est que vous pouvez recueillir tous ces IQSS hors protocole, si jamais, voilà, sur les anciennes grilles de 2019, après tirage au sort par l'établissement sur les séjours 2020-2021. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait en tout cas à la PHM. Hein. On fait du hors protocole pour ne pas se retrouver avec trop d'années sans évaluation et sans indicateur. Et donc là, Sophie, il y a un petit courrier que vous Il y a un courrier adressé à l'ensemble des établissements que vous avez certainement reçu, qui indique tous les indicateurs et leur niveau de diffusion et d'utilisation. Donc sur le fichier Acrobat. On vous le mettra en pièce jointe. Oui. Donc du coup, des questions concernant le traceur ciblé événement indésirable. Donc comment choisit-elle l'EI ciblé en fait, hein. Donc l'HS, elle propose par exemple la cible, la déclaration d'un événement indésirable, qu'il s'agisse d'un événement lié aux soins, à la logistique ou autre, qu'il soit grave ou pas, et que cet événement ait été déclaré interne ou sur le portail de signalement national. Donc je suppose qu'au moment de la visite, ils vont vous demander votre traçabilité, qu'ils vont en choisir un en fonction, je suppose, de votre profil d'activité clinique, du type de service, etc. Hein. Concernant le traceur, donc il faut vous préparer en fait à ce que n'importe quel de vos EI soit choisi. Concernant le traceur EI, la cible du départ est forcément un EI déclaré sur la plateforme de signalement. Donc si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, pour moi, ce n'est pas clair, la plateforme de signalement. Est-ce que c'est la plateforme de signalement nationale pour les événements indésirables graves ou la plateforme de signalement de votre établissement? Je ne sais pas. Donc, tous les EI, en fait, peuvent être évalués comme traceurs ciblés. Voilà. Et par rapport à la question en fait d'après, c'est l'AHS tient-elle compte de la matrice de criticité des modalités internes de l'établissement? Donc un EI peut être classé grave par sa fréquence, etc. Alors là, il y a tellement de parenthèses que du coup, je m'y perds un petit peu. Ou est-ce que la cible peut être n'importe quel EI grave sur le classement de l'établissement? Moi, je pense qu'il faut rester un peu pragmatique. Hein. La cible, comme on vous l'a dit, ça peut être n'importe quel événement indésirable. Et le but, en fait, du traceur ciblé, c'est d'évaluer les organisations, c'est-à-dire d'évaluer comment, en fait, à partir de ces signalements, en fait, comment fonctionne votre organisation. Donc, si dans votre établissement, vous avez une organisation qui est spécifique pour la déclaration des événements graves sur le portail national, ou par exemple, si vous avez une gestion de crise particulière avec de la communication, parce que s'il y a un événement très grave sur un nouveau-né ou un enfant, il peut y avoir aussi une stratégie de communication de l'établissement en amont pour prévenir, je ne sais pas, la médiatisation. Et bien effectivement, pour évaluer cette organisation, il faut utiliser un événement, enfin il faut se baser sur un événement grave de ce type-là. Voilà, donc en fait, ça dépend de quelle organisation vous voulez faire. Donc moi, je pense, c'est vraiment un titre personnel, que si vous voulez faire un traceur ciblé EI, à mon avis, il faut prendre l'EI de base de tous les jours, enfin, de votre organisation, et peut-être un EI médiatique, enfin, qui pourrait être médiatisé ou qui a été médiatisé, voilà, et voir comment vous gérez la gestion de crise par rapport à cette EI. Je passe la parole à Sophie pour Calista, pour les questions relatives à Calista. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut envoyer avant la visite toutes les évaluations internes réalisées à l'HAS? Donc ça, c'est une question qui revient systématiquement. Donc on répond toujours la même chose. Hein. L'évaluation interne, elle est au bon vouloir de votre établissement. C'est un choix que vous allez faire. Vous avez la possibilité d'envoyer toutes vos grilles d'évaluation interne, une partie de ces grilles, vous pouvez faire un choix,
ou alors ne rien envoyer du tout. Ça a clairement été dit lors des webinaires pour l'HAS. La balle est dans le camp de l'établissement. Vous pouvez envoyer 1, 10, 3000 grilles ou 0 grille. C'est vous qui choisissez. Donc la question qui suit classiquement, c'est finalement quel est l'intérêt d'envoyer ces grilles, et même si on va un peu plus loin, est-ce que les experts vont lire ces grilles? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, ce n'est pas un document obligatoire d'envoyer ces grilles. Le seul intérêt qu'on voit dans l'envoi de ces grilles à l'HAS, la transmission de ces grilles à l'HAS, c'est vraiment de leur montrer et d'attester que vous avez mobilisé les outils diffusés par la HAS. Mais clairement, la HAS a dit qu'il ne lirait pas les envois réalisés. Ensuite, quel est le délai pour déposer les documents obligatoires avant la visite? Donc ça, on s'est fait confirmer la réponse par la HAS. À ce jour, les documents obligatoires sont à déposer 4 mois avant la visite, au même titre que les évaluations internes que vous souhaitez transmettre à la HAS, 4 mois avant la visite. Une autre question un petit peu plus spécifique. Nous avons 2 établissements sur la même démarche. Peut-on différencier les documents obligatoires déposés sur Calista? Donc là, la première question à se poser, il faut savoir si ce sont 2 établissements au sens juridique ou est-ce qu'il s'agit d'un même établissement sur 2 sites géographiques. Donc, si la visite de certification concerne l'ensemble de 2 établissements, il n'est pas possible de différencier les documents obligatoires. Vous aurez un seul type de document obligatoire. Si une visite est prévue pour chaque établissement, il vous sera alors demandé, et ça a dû déjà être fait, d'avoir un compte pour chacun des 2 établissements. Et dans ce cas-là, vous aurez des documents obligatoires relatifs à chacun des 2 établissements. Quel lien entre SARA et Calista? Alors, on a noté aucun lien. Bon, il n'en reste pas moins que ce sont 2 outils mis en place par l'HAS, l'un en V2014 et l'autre en V2020. Mais il n'y a aucun lien entre SARA et Calista. D'ailleurs, vous serez averti par la HAS lorsque SARA va arrêter de fonctionner. Et ce qu'on a préconisé dans les précédents comptoirs qualité, c'est vraiment penser à télécharger votre compte qualité V2014, à l'extraire de SARA avant que SARA soit définitivement abandonné, surtout si vous continuez à travailler sur ce compte qualité ou en tout cas si vous voulez l'avoir pour lancer la V2020. Les grilles téléchargées sur Calista comportent le libellé du critère, mais pas le numéro du critère, ce qui n'est pas très pratique pour le relier au chapitre correspondant. Est-ce que la HAS envisage de revoir les grilles en intégrant le numéro du critère? C'est ce qu'on discutait un petit peu avec Julie en début de comptoir. Donc là, on a posé la question à la HAS et la HAS nous a informé que cette évolution est en cours de développement et que d'ici 4 semaines, cela sera opérationnel. Donc on aura à la fois les critères, les numéros sur les grilles. Ensuite, une question concernant un établissement particulier. Mon établissement est monoactivité, 5 grilles sont recommandées pour le patient traceur. J'ai créé une grille couvrant un certain nombre de critères. Pour couvrir plus de critères, je modifierai quelques champs d'applicativité. Cependant, comment être sûr que j'aurai couvert l'ensemble des critères? Alors, là, c'est l'occasion de vous informer, vous l'avez certainement vu, l'HAS vient de sortir le 22 mars, donc en début de semaine, un nouvel outil. On vous a mis le lien vers cet outil qui est diffusé sur leur site internet. C'est un nouvel outil d'appropriation du référentiel de certification. C'est un outil qui est complémentaire à l'outil de la FORAP. Il n'a pas les mêmes objectifs. En fait, cet outil HAS, il permet de restituer toutes les exigences qualité des soins définies dans le référentiel selon les choix que vous allez faire. Il permet de sélectionner à la fois les objectifs, les critères et les éléments d'évaluation du référentiel de certification. Il est bien fait, il y a un mode opératoire pour bien comprendre comment on peut l'utiliser.
Et cet outil, au final, une fois que vous allez un petit peu mieux le maîtriser, il vous permettra d'afficher en fonction du ou des champs d'application sélectionnés par vos établissements le nombre et la nature des critères qui s'appliquent à vous. Donc, essayez-le, testez-le. Ça peut être le cas, un exemple très concret, pour un service de maternité qui va lister ses spécifications et qui n'aura que les critères concernant le service de maternité. Si vous voulez avoir uniquement les critères service maternité, en plus de tous les critères s'appliquant à l'établissement, on va dire les critères qu'on appelle tout établissement, vous sélectionnez tout établissement maternité et vous avez la totalité des critères. Toujours sur Calista, concernant le traceur ciblé événements indésirables, est-on obligé de créer une équipe dans Calista ou est-ce qu'une seule personne peut coordonner la génération des grilles et les saisies? Par exemple, est-ce qu'un RAC qui coordonne la démarche, par exemple pour un RAC qui coordonne la démarche, que conseillez-vous? Alors non, vous n'êtes pas obligé de créer une équipe dans Calista. Le RAC qui coordonne la démarche peut saisir les grilles et s'il est administrateur, il peut les générer. Vous pouvez créer un nombre illimité de comptes collaborateurs dans votre compte Calista qui pourront vous aider à réaliser les traceurs, mais également leur saisie. Donc là, on vous a remis une réponse qui nous avait été donnée dans un précédent comptoir par l'HAS, où en fait l'HAS nous disait il ne peut pas y avoir plusieurs intervenants sur une même grille traceur, mais la dite grille peut être réassignée à n'importe quelle personne de l'équipe identifiée dans Calista lors de la saisie. Et on vous a mis la démarche pour assigner une grille à quelqu'un de votre équipe. Alors la visite, des questions sur la visite. Quand aurons-nous les premiers résultats de la visite expérimentale? Alors l'HAS n'a pas prévu de revenir sur les résultats de la visite expérimentale. En fait, le terme visite expérimentale, c'était les visites réalisées avant mars 2020, quand le manuel n'avait pas encore été stabilisé. Actuellement, on parle maintenant de visite pour les établissements volontaires. On est sur un autre vocable. Donc, une autre question qui découle de cette première question, est-ce que les visites qui devaient commencer en mars ont été lancées? Aurons-nous un retour prévu en juillet? Non, les visites de certification n'ont pas commencé. Elles vont débuter en juin 2021 pour tous ces établissements dits volontaires. Alors, quelque chose qui nous a été transmis par l'HAS, c'est potentiellement, l'HAS envisage un retour de ces visites des établissements volontaires lors de la journée régionale que l'HAS doit organiser en partenariat avec l'ARS PACA Corse et la SRA Pasquale. Néanmoins, pour l'instant, et on a une réunion juste après, on ne sait pas si cette réunion va avoir lieu, sous quel format. On n'a pas d'informations validées quant à ce retour des visites volontaires lors d'une journée régionale. Bien sûr, si on avait de l'information, vous seriez informés. Est-ce que les EV, les experts visiteurs, vont se baser sur les surveillances, surveillance prévention du risque infectieux en chirurgie et médecine interventionnelle et surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs? Bah oui, ces indicateurs, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, ce sont des indicateurs de résultats qu'il faut que vos équipes mobilisent, qui rentrent dans votre démarche qualité, qui rentrent dans l'évaluation de la pertinence des résultats de soins. Il serait dommage de ne pas vous en servir au même titre que d'autres indicateurs IQSS ou ISATIS dans le cadre de votre démarche qualité. Donc à partir du moment où vous avez des résultats d'indicateurs, quels qu'ils soient, que ce soit les indicateurs IQSS, les indicateurs, j'allais dire locaux, que vous avez développés en service, les indicateurs issus des différentes démarches qualité, utilisez-les dans votre démarche qualité et surtout communiquez-les aux équipes pour qu'elles se les approprient et modifient leurs pratiques. Les représentants des usagers vont-ils être concernés lors de la visite? Donc, question majeure, bien sûr qu'ils vont être concernés. Hein, ils sont un des enjeux majeurs de la nouvelle certification
V2020. Donc, de manière très pragmatique, la présence des représentants des usagers est déjà prévue dans les plannings de visite de l'HAS de manière obligatoire lors de la réunion d'ouverture, lors de la rencontre spécifique de rencontre avec les représentants des usagers. Donc, ils auront 1 heure pour discuter avec les experts visiteurs. Lors de la restitution plénière, ils sont également présents. Et puis, ils ont la possibilité de participer au bilan journalier du matin. Tout ceci est expliqué dans la fiche pratique dont on vous a mis les références. Et ce qui est d'autant plus important dans cette V2020, c'est que les représentants des usagers vont contribuer à l'évaluation interne au regard des attendus du référentiel. Ils vont participer à la cotation de chaque critère applicable à l'établissement. Ils vont intervenir dans les différentes méthodes traceurs. On va les interroger et ils ont même des audits système et des traceurs ciblés qui les concernent directement. Donc, en termes d'évaluation interne, en termes de démarche qualité propre à votre établissement, on pourrait vous conseiller d'intégrer dès à présent vos représentants des usagers, vos patients partenaires, vos patients experts dans le cadre de toute l'évaluation interne que vous allez mener et dans le cadre de vos démarches qualité. Testez-les lors de vos évaluations internes. Alors, des questions sur d'autres thématiques, notamment GHT. Les démarches communes réalisées dans le cadre du GHT seront-elles prises en compte lors de la visite de certification? Donc, pour l'heure, la HAS nous dit qu'il n'y aura pas de visite synchronisée pour les établissements d'un même GHT. Vous l'avez certainement remarqué, le chapitre 4 qu'on voyait dans l'avant-dernière version du logiciel a été retiré. La HAS nous a dit qu'un travail spécifique d'élaboration d'un référentiel territorial était en cours de réflexion. Cependant, il faut bien que vous ayez en tête que dans le chapitre 3 consacré à l'établissement, il existe un certain nombre de critères relatifs à la coordination territoriale et au partenariat géographique dans le cadre de la prise en charge de patients. Donc, sur le versant territorialité, on a quand même quelques critères dans ce chapitre 3. Où en est-on du SharePoint GHT13? Alors, nous avons posé la question ce matin à Benoît Camiade, qui est le directeur qualité de la PHM et qui est le responsable du groupe qualité GHT13. Donc, il nous a donné 2 informations. Une première information qu'une réunion du groupe qualité GHT13 va être programmée en avril 2021. Pour ceux qui sont concernés, vous aurez l'information. Et par contre, il n'avait aucune info sur le SharePoint qualité. Une autre question, est-ce possible de créer une liste de diffusion mail pour que nous puissions échanger entre nous autour de thématiques qualité ou un forum de partage de documents? Donc là, c'est une question qu'on avait dans le précédent comptoir qualité qu'on a remis à l'ordre du jour dans ce comptoir. Oui, on va créer cette communauté de partage. On en a parlé en introduction avec l'outil développé par l'ADPC. On va vous envoyer un mail très rapidement où on va vous demander si vous êtes OK pour participer à cette communauté de partage. On est obligé de le faire dans le cadre du règlement européen, le RGPD. Donc, si vous êtes OK pour participer à cette communauté de partage, vous allez nous renvoyer votre adresse email et on va construire une mailing list et une communauté pour qu'on puisse échanger à la fois des informations et des documents. Donc, je vous le redis, si vous avez des documents d'intérêt que vous souhaitez partager au sein de cette communauté Pasquale, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc voilà, on en a terminé avec les 25 questions de ce 3e comptoir qualité. Lors du précédent comptoir qualité, on vous avait fait passer un petit sondage. Vous aviez répondu sur les thématiques que vous souhaitiez voir apparaître dans nos futurs comptoirs qualité. Donc, vous avez été 67 à nous répondre. Clairement, ce sont les méthodologies traceurs qui sortent en tête de vos demandes de comptoir qualité, suivi de Calista, audit système également, approche par objectif, critères impératifs,
un focus spécifique aux établissements sanitaires, médicaux, sociaux. Certains avaient des questions très spécifiques là-dessus. Et puis, dernier point, observation et consultation documentaire, qui sont des méthodes transversales aux méthodes traceurs. Donc, comme vous le disiez, Stéphanie, on va vous proposer lors des 4 jeudis à venir le même type d'exercice centré sur les méthodes traceurs, un comptoir qualité, on vous envoie les dates, vous vous inscrivez, vous posez vos questions et là, l'idée, ça sera de revenir sur les méthodes. Alors, les méthodes, vous les avez certainement consultées dans le cadre des outils diffusés par l'HAS, mais on essaiera de vous faire un retour, on va dire, un peu plus pratico-pratique sur ces méthodes à base d'exemples et à base de production de grilles, de voir comment on aborde ces grilles en fonction du profil de son établissement. Donc, on démarre par patient traceur, qui est la méthode la plus connue, puisqu'elle existe depuis la dernière certification, et on enchaînera sur les 3 autres méthodes traceurs. Donc, voilà ce qu'on voulait vous proposer. Vous avez reçu le listing pour vous présenter et vous inscrire. Regardez les chats. Et voilà. Donc, on en a terminé sur les questions, Stéphanie, si tu... Bon, ce qu'il faut retenir, on le dit un petit peu à chaque fois. Donc, en fait, on n'en a pas tellement parlé à ce comptoir. Donc, c'est la disparition du compte qualité SARA, sauf pour les établissements qui sont encore en suivi de V2014, mais un plan d'action qualité sécurité des soins qui reste obligatoire. Une évaluation interne qui n'est pas du tout obligatoire et qui est laissée à l'appréciation des établissements. Donc, là, il y a eu pas mal de questions. Cette nouvelle interface Calista qui recense toutes les grilles d'évaluation avec donc à terme la disparition de SARA. Voilà, et ces grilles, enfin, qui a toujours des petites questions techniques sur ces grilles. Des nouvelles modalités de visite avec des nouvelles méthodes d'évaluation, comme les parcours traceurs ciblés, pour lesquels on vous propose des comptoirs qualité spécifiques. Et donc, un nouveau référentiel qui est structuré différemment que la V2014, mais dans lesquels il y a des critères, enfin 3 catégories de critères. Des critères impératifs, on vous les a présentés, sur lesquels il faut être extrêmement rigoureux pour déjà, on va dire, passer haut la main la visite. Et puis des critères standards comme avant et des critères avancés. Et ça, c'est juste pour ceux qui font un peu de l'innovation, en fait. Donc, il y a quelques ajouts sur la recherche clinique, sur le SMUR, voilà, enfin, la santé publique, la prévention, etc. Un agencement qui est différent. Après, il y a voilà, c'est plutôt dans l'écriture qu'il y a des choses qui sont, enfin, moi, je pense qu'ils sont plus terre à terre. Et puis, il y a surtout, en fait, à chaque fois, c'est pour ça qu'ils ont fait les grilles avec des filtres. Il y a des critères spéciaux personnes âgées, spécial handicapés, spécial enfants. Donc, en fait, si vous êtes, c'est pour être plus, on va dire, enfin, je pense que la philosophie, c'était pour être plus spécifique aux établissements, parce que si vous n'avez pas d'enfants, vous ne cochez pas les cases et du coup, vous n'avez pas les critères qui sont liés aux enfants. Mais comme vous l'avez vu aussi vous-même, tout n'est pas parfait non plus, puisque parfois, on a quand même des ajustements, enfin, il y a des ajustements à faire sur les grilles et puis... par exemple, pour le patient dialysé, on n'a pas non plus des grilles très personnalisées, quoi. Donc, je ne sais pas si on peut regarder le chat, s'il y a des questions. Je ne sais pas du tout combien vous êtes. Vous êtes combien ? 59. 59, donc vous pouvez aussi prendre la parole, puisqu'on a 15 minutes pour échanger. Donc, on est là aussi pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Donc ça, c'est très bonne idée pour échanger les mails. Une remarque. Il est impossible de remplacer QSS pour les solutions lorsqu'on a un établissement psychiatrique. D'accord. Bon, sera opérationnel en psychiatrie l'année prochaine. Ouais. Pour l'instant, on n'a vraiment pas ce planning de mise en route des IQSS. On va vous envoyer le courrier que vous avez dû avoir, où il y a le listing de tous ces IQSS avec les projections d'ouverture de ces campagnes. Ensuite, on avait une autre question au début. Comment avoir le fichier Excel grille Calista de Madame Ferrandino? Ça, on va vous l'envoyer avec le comptoir. À la fin du comptoir, on vous envoie le diaporama.
l'enregistrement qu'on fait de ces comptoirs et puis les outils en fait qu'on vous présente. C'est ça. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je confirme que les établissements psy ne sont pas concernés cette année pour le recueil des IQSS sur les PHA. Donc du coup, on va changer le diapo, hein, on va intégrer la remarque. Bon. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, comme on l'a dit, on vous envoie le diaporama, on vous envoie l'outil de la DPC. Inscrivez-vous si vous le souhaitez au comptoir qualité méthode. Et puis posez vos questions sur les méthodes, ce que vous souhaiteriez qu'on aborde. Et puis, on vous fait parvenir le lien pour participer à cette communauté d'échange sur la certification V2020. Voilà. On vous remercie et on se retrouve donc jeudi prochain à 13h. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.